Donc, comme l'a présenté un petit peu Mathie succinctement, donc, j'ai été naturopathe, je ne le suis plus. Donc, suite à une reconversion professionnelle, j'exerce désormais la diététique. Donc, pour préciser un peu mon parcours en naturopathie, j'ai été formée dans une école affiliée à la Fédération française de naturopathie. Donc, c'est ce qui se fait de plus sérieux sur le territoire français. Et j'ai exercé pendant un peu plus de 4 années suite à ça. Du coup, en parallèle de mon activité, avant même de devenir diététicien, j'ai commencé à créer des contenus pour porter un regard critique sur la naturopathie et les pseudomédecines d'une manière générale, notamment sur YouTube ou sur Peertube ou également sur mon blog et dans certains autres contextes. J'avais envie de préciser, avant de rentrer dans le vif du sujet, mes liens d'intérêt. Parce qu'on ne le fait pas assez souvent et que ça a quand même du sens quand on prend la parole sur des sujets comme celui-ci. Alors pour le coup, j'ai aucun lien d'intérêt à déclarer avec quelque entreprise que ce soit, du secteur public, du secteur privé, du secteur de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie agroalimentaire ou tout ce que vous pouvez imaginer. J'ai quelques liens avec des structures associatives. Il faut que je parle plus fort. On va essayer. J'ai quelques liens à déclarer avec des structures associatives, notamment l'Observatoire national des alimentations végétales en France, dont je suis adhérent, le Cortex, collectif... Purée, je suis désolée, fatigue. Collectif de recherche transdisciplinaire, esprit critique et science. C'est à ça que servent les notes. Donc là, pour le coup, je suis membre de ce collectif. Et j'adhère également au Forum Indep, qui est une association dont j'aurai l'occasion de reparler un petit peu plus tard, qui est une association qui milite pour l'indépendance des professionnels de santé vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique ou de quelque autre secteur que ce soit. C'est pas limitatif, mais tous mes liens d'intérêt sont déclarés sur mon site internet s'il y a des personnes qui ont la curiosité d'aller regarder ça. Petite précision, mon propos il est situé de tout un tas de points de vue, mais aussi d'un point de vue géographique. Moi, je suis née à Toulouse, j'ai grandi à Toulouse, j'exerce à Toulouse. J'ai fait mon parcours de naturopathie en France et j'ai une connaissance assez médiocre de ce qui se passe en Belgique, malgré une affinité certaine avec les frites et les gaufres, mais je ne suis pas sûre que ça soit suffisant. Du coup, voilà, tout ça pour préciser que ce que je vais dire aujourd'hui, déjà, ça ne sera peut-être pas très pertinent, ça sera à vous de juger, mais ça ne sera pas forcément pertinent en application par rapport à ce qui se passe en Belgique. Parmi les autres précisions préalables que je voulais formuler, oui, je prends beaucoup de précautions. La première chose, c'est que je ne remets pas en cause à aucun moment les intentions louables des personnes qui exercent la naturopathie. Je suis viscéralement persuadée que les personnes qui exercent la naturopathie le font avec une bienveillance sincère et dans l'intention d'aider les autres. Voilà, j'aimerais juste que toutes les personnes dans cette pièce puissent garder ça en tête tout du long. Précision aussi, c'est que mon propos n'est pas exhaustif, donc il y aura certainement un petit peu de frustration pour moi comme pour vous, mais c'est pas grave, on aura l'occasion d'en discuter plus tard ou dans d'autres contextes. Également, précision aussi, c'est que je ne suis pas dans une démarche de quête de vérité absolue. Personnellement, je n'en ai rien à faire d'avoir raison ou de détenir un savoir supérieur aux autres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'éviter aux personnes de souffrir inutilement. Voilà, je le précise parce que je pense que ça a de l'intérêt aussi, parce que tout le monde ne se positionne pas forcément de la même manière. Ce que je vais indiquer, ça représente mon avis à l'instant T. Ça ne veut pas dire que dans 2 heures, je serai toujours du même avis. Je me réserve toujours la possibilité de changer d'avis sur tous les sujets, y compris sur la naturopathie, dont j'ai parfois l'impression d'avoir fait le tour. Beaucoup des aspects abordés sont communs à d'autres disciplines que je qualifie de pseudomédecine. Donc je vais juste préciser ce que moi j'entends par pseudomédecine pour qu'on soit d'accord là-dessus. Ma définition de ce qu'est une pseudomédecine, c'est une discipline qui a des prétentions thérapeutiques, qu'elles soient préventives ou curatives, mais dont les fondements ne reposent sur aucune réalité scientifique et qui n'a jamais prouvé son efficacité au-delà des effets contextuels. Donc ça nécessiterait d'être précisé, mais il y a plein de contenus super intéressants sur les effets contextuels et l'effet placebo. Ce n'est pas la thématique d'aujourd'hui, donc je vous y renvoie si vous voulez avoir plus d'infos. Alors, pour continuer, je voudrais préciser pourquoi je parle de caricature médiatique et sceptique. Ce qu'on peut observer à la fois dans les médias et à la fois dans les milieux sceptiques, c'est que la critique de la naturopathie se limite souvent à la branche hygiéniste, qui est un petit peu la branche extrême de la naturopathie, et c'est celle qu'on va retrouver dans les cas judiciarisés,
Alors je suppose que même en Belgique, vous en avez entendu parler, mais en France, on a quand même eu ces histoires avec Irène Grosjean, on a eu des soucis avec Miguel Barthéléry, avec Thierry Casasnovas, et plus récemment avec un naturopathe dont le nom m'échappe, mais qui organisait des stages de jeunes, et il y a eu un décès dans un contexte de stage. Le problème avec cette approche-là, c'est que ce n'est pas du tout représentatif de la réalité de la discipline. La branche hygiéniste, elle existe, donc c'est tout ce qui va avoir trait au crudivourisme, notamment, on va beaucoup le voir à ce niveau-là. C'est une minorité de personnes qui exercent la naturopathie. Donc c'est une minorité visible, mais dans la pratique, les personnes qui exercent la naturopathie sont assez peu en affinité avec cette approche-là. Donc je pense que c'est important de le préciser. Un autre aspect, alors là c'est plutôt pour la dimension médiatique. Très souvent, la critique de la naturopathie se contente d'aborder ce qu'on estime être des dérives. Donc ça va être, je m'étais fait une liste presque exhaustive de ce que j'avais considéré comme dérive. Ah oui, ils aiment beaucoup, les médias, parler des arnaques, des empires financiers, de l'emprise mentale, des gourous, des dérives sectaires, ce genre de choses, sans jamais aborder la naturopathie en tant que telle, critiquer la discipline en tant que telle. Et puis il y a une approche un peu sensationnaliste, moi, qui me dérange, c'est-à-dire qu'on va toujours mettre en avant des victimes qui ont perdu un proche, qui est décédé ou ce genre de choses, sans prendre en considération les autres dangers qui sont inhérents à la naturopathie et qui n'induisent pas forcément le décès de personnes. Et je pense que dans un contexte médiatique dans lequel on ne produit pas énormément ou très peu de contenu qui critique directement la naturopathie dans ses fondements et les dangers inhérents à la discipline, mais en fait, ça consiste à renforcer le crédit de cette discipline. Tenez comme mon avis. Alors, au niveau sceptique, la tendance que j'observe, c'est que beaucoup de personnes qui se revendiquent du scepticisme tout simplement prennent les gens pour des cons, que ce soit les naturopathes ou leurs clients, leurs clientes. Alors ça peut être très direct, c'est-à-dire qu'on va régulièrement voir, notamment que ce soit dans des vidéos ou sur les réseaux sociaux, des personnes qui les qualifient de débiles, qui indiquent que leur intelligence serait inférieure, qui vont les traiter d'attardés. Voilà, globalement, donc on peut noter ce qui est en commun, c'est que c'est quand même relativement psychophobe, hein, donc c'est quand même à la fois faux et tout à fait dérangeant. Et de manière plus indirecte, on va le retrouver aussi avec tous les propos qui ont tendance à s'inscrire dans une démarche qui indiquerait que certaines personnes pensent mieux que d'autres. Certaines personnes sont plus rationnelles que d'autres. Et généralement, de manière assez caricaturale, ça consistera à dire que quand on a appris une liste exhaustive d'arguments fallacieux, de biais cognitifs et ce genre de choses, eh ben, tout d'un coup, on deviendrait une personne rationnelle et on penserait mieux que les autres. Ce qui est absolument improductif, faux et politiquement très discutable. À ce sujet, je vous renvoie à une série d'articles que j'ai trouvé passionnantes de Gaël Violet et Sonic Une Théorie qui est hébergée sur le site du collectif Zététique Métacritique. Et que je trouve, c'est un des contenus sceptiques que j'ai trouvé les plus pertinents sur tout ce que j'ai été amenée à lire ou voir ces dernières années. Autre problématique de taille, on y reviendra ensuite, c'est que aussi bien les médias que les personnes qui se revendiquent du scepticisme ont tendance à complètement dépolitiser le sujet des pseudomédecines, donc de la naturopathie. Donc, du coup, il y a beaucoup de considérations individuelles qui ont souvent trait aux outils de l'esprit critique et ce genre de choses. Mais alors, les considérations sociales et politiques, angle mort total de la question. Et c'est assez dommage parce que ça pourrait nous aider. Une fois que ce préambule est passé, pour définir un petit peu les choses, on se demande parfois s'il existe une ou des naturopathies. Et c'est assez légitime parce que c'est une profession qui, en France, je le précise toujours, n'est pas réglementée. C'est-à-dire que n'importe qui peut s'installer et se dire naturopathe à l'issue d'une formation d'une journée, de 2 heures, de 1 an, une formation en ligne, une formation en présentiel, n'importe quoi, ou sans formation du tout. Donc il n'y a pas vraiment d'encadrement par rapport à ça. Donc les formations sont multiples, que ce soit en qualité ou en quantité. Cependant, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a quand même des fondements communs, parce qu'il y a quand même des choses très communes à la naturopathie qu'on va retrouver à peu près partout. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Je vous ai sorti une définition. Je ne la tiens pas de nulle part, cette définition. C'est celui de la définition qu'il y avait dans ma formation, donc une école affiliée à la Fédération française de naturopathie. Donc on est sur quelque chose de certifié, quelque part, donc je vous propose de la lire. Fondée sur le principe de l'énergie vitale de l'organisme, la naturopathie rassemble les pratiques issues de la tradition occidentale et repose sur les 10 agents naturels de santé. Elle vise à préserver et optimiser la santé globale de l'individu, sa qualité de vie, ainsi qu'à permettre à l'organisme de s'auto-régénérer par des moyens naturels.
Alors cette définition, on ne va pas la décortiquer entièrement, mais elle contient quasiment tous les piliers et tous les fondements de la naturopathie. C'est très très dense. On peut remarquer déjà qu'il y a quelque chose de l'ordre de il y a une visée thérapeutique certaine, hein, puisque l'objectif affiché, c'est de préserver et optimiser la santé d'une personne, et on évoque des moyens naturels. Il y a quelque chose que je voudrais préciser quand même, parce que du coup, on a parfois du mal à se représenter, surtout quand on lit une définition comme ça, concrètement en quoi ça consiste. Donc on va voir ensemble la liste des 10 agents naturels qui sont cités. Donc ce sont les outils de la naturopathie. Alors, la terminologie est très spécifique à la naturopathie, c'est un peu volontaire, on ne l'abordera pas aujourd'hui, ça fait partie des choses que j'ai abordées dans d'autres contenus, mais c'est volontaire. Voilà. La bromatologie, alors c'est la diététique, c'est la nutrition, c'est tout ce qui a trait à la nourriture, en fait, se nourrir. La chirologie, c'est tout ce qui va englober les techniques manuelles, donc ça peut être le massage, mais aussi l'ostéopathie, la chiropraxie, ou tout ce que vous pouvez imaginer qui s'apparente à ça. La kinésiologie, c'est l'activité physique, l'activité sportive, le mouvement. Donc là encore, ça recoupe tout un tas de choses. L'actinologie, ce serait en rapport avec les bienfaits du soleil, mais aussi de la lumière ou des couleurs. Donc ça peut recouper tout un tas de disciplines et de concepts aussi. La psychologie, basiquement, c'est prendre soin du mental, du psychisme, de la sphère émotionnelle. Donc là, ça fait référence bien évidemment à la psychothérapie, mais aussi à la psychanalyse, l'hypnose, la sophrologie, mais aussi la psychogénéalogie ou des choses peut-être plus comme des fleurs de bac. Ce genre de choses. La pneumologie, qui prend aussi une place importante, c'est tous ces exercices respiratoires qu'on va souvent trouver empruntés au yoga ou aux arts martiaux. Parce que, voilà, dans la définition, il y a quand même indiqué que c'est issu de la tradition occidentale. Je n'ai pas besoin de finir la phrase, visiblement tout le monde a saisi le sous-entendu. L'hydrologie, ce sont les soins par l'eau. Donc on a beaucoup entendu parler récemment des bains dérivatifs, donc à travers tout ce qui touche à l'histoire d'Irène Grosjean. Mais ça peut être aussi le sauna, le hammam ou l'hydrothérapie du côlon, qui est peut-être moins connue, qui consiste à s'insérer une canule dans l'anus et à faire circuler plusieurs litres d'eau, voire dizaines de litres d'eau pour purifier et nettoyer les intestins. La magnétologie, donc ça, le terme n'est pas forcément très connu, mais en fait ça regroupe tout ce qui est technique énergétique. Donc Reiki, biomagnétisme, tout ce qui a trait au chakra, aux aimants, la lithothérapie et tout ce que vous pouvez imaginer. Phytologie, c'est un terme générique qui concerne l'usage des plantes à visée thérapeutique, donc la phytothérapie, mais aussi la gémothérapie, l'aromathérapie, donc les huiles essentielles, et d'une manière générale, tous les compléments alimentaires à base de plantes, quelle que soit la forme choisie. Et la réflexologie, on connaît assez souvent la réflexologie plantaire, donc ça consiste à masser des zones sous les pieds qui seraient des zones réflexes associées à certains organes pour en tirer des bienfaits ou faire des diagnostics ou ce genre de choses, bien que les naturopathes se défendent d'établir toute forme de diagnostic. Mais ça peut être aussi d'autres parties du corps, donc il y a l'auriculothérapie, c'est au niveau des oreilles, la sympathicothérapie, c'est au niveau du nez, il y a aussi la réflexologie génitale, dorsale, faciale, à peu près toutes les zones du corps peuvent être concernées. Donc ça, ce sont les 10 agents naturels qui sont censés être utilisés pour préserver ou améliorer l'état de santé des personnes qui consultent en naturopathie. Le principal, ça reste quand même la bromatologie, la nutrition, la diététique. Mais le reste peut prendre une place très variable du coup, puisqu'on a vu que les formations étaient différentes, mais après, une fois qu'on est dans le cabinet, ça peut être variable. En pratique, justement, comment ça se passe ? Alors, la plupart du temps, les personnes viennent en consultation individuelle. Donc on va consulter un ou une naturopathe pour le ou la solliciter sur des problèmes de santé ou l'envie de préserver sa santé. Les consultations sont généralement assez longues, surtout si on les compare avec celles dont on peut bénéficier dans le parcours de soins médical. Donc c'est rare que ça dure moins d'1 heure. En général, c'est plutôt 1 heure et demie. Et pendant cette consultation, les naturopathes vont tenter d'évaluer la qualité du terrain. On ne va pas détailler ce que c'est aujourd'hui parce que c'est très flou et très complexe et que ça nous demanderait sûrement beaucoup de temps. Mais en gros, les naturopathes vont poser des questions pour essayer d'avoir des informations sur les différents systèmes du corps. Donc on va essayer d'interroger un petit peu ce qui se passe au niveau respiratoire, ce qui se passe au niveau digestif, ce qui se passe au niveau cardiaque, pour essayer de faire un espèce de bilan pour voir comment est le terrain de la personne, et notamment voir à quel point il est encrassé, à quel point cette personne serait encrassée par des toxines. Ça, c'est des choses qu'on trouve de manière récurrente dans le vocabulaire naturopathique. Et aussi, les naturopathes vont avoir tendance à observer certains détails de la physionomie des personnes reçues pour en tirer des conclusions sur l'état de leur terrain et sur leur vitalité. Donc, on va notamment observer les yeux, c'est l'iridologie. On va observer aussi les doigts, la peau, la pilosité,
Les traits du visage aussi, c'est la morphopsychologie. Donc à partir de l'observation des traits du visage d'une personne, certains naturopathes prétendent pouvoir définir ses traits de personnalité, voire des faiblesses en termes de santé. Donc voilà, ce n'est pas du diagnostic, mais c'est comme ça que ça se passe en consultation. Il y a une logique aux consultations, c'est-à-dire que normalement, un accompagnement en naturopathie, il suit une certaine logique suivant 3 cures successives. La cure de désintoxication, qui viserait à mettre en place des mesures pour éliminer des toxines dont on ne saura jamais trop de quelle nature elles sont, mais en tout cas on les élimine. La cure de revitalisation qui vise à quelque part reminéraliser la personne, essayer de la faire aller, qu'elle soit en meilleure santé, donc de mettre en place des meilleures habitudes pour la remonter. Et la cure de stabilisation qui va permettre à la personne de se stabiliser sur la durée et normalement de capitaliser un petit peu sur ce qui aura été fait précédemment. Donc voilà, ça c'est ce qui est global, notamment à toutes les personnes qui exercent la naturopathie. En cours de consultation ou à l'issue de la consultation, les naturopathes vont formuler des recommandations. L'idée c'est que la personne puisse apporter des changements dans ses habitudes et que ce soit, donc on le répète, pour prévenir des problèmes de santé ou pour guérir des problèmes de santé. Beaucoup des recommandations sont d'ordre diététique, donc on a vu c'est en rapport avec l'alimentation. Alors il y en a certaines qui sont tout à fait de bon sens. On va pouvoir conseiller une personne de manger plus de légumes, de manger moins de charcuterie, de ne pas se gaver de sucre, enfin, ce genre de choses. Et il y en a d'autres qui sont beaucoup moins fondées. Je l'ai appris sur le tard parce que j'ai beaucoup recommandé ce genre de choses, mais notamment tout ce qui a trait au régime hypotoxique du docteur Seignalier, sans gluten, sans produits laitiers. Il y a des personnes qui vont recommander une alimentation cétogène ou paléo, ça va dépendre. De manière globale aussi, on est assez branché alimentation alcalinisante ou alimentation anti-inflammatoire. Il y a beaucoup de personnes aussi qui aiment bien promouvoir le jeûne intermittent ou les monodiètes, le jeûne de courte durée ou les jeûnes un peu plus longs. Parfois des cures de jus. Et un truc qu'on retrouve souvent en naturopathie aussi, c'est les régimes dissociés. Donc il y aurait des aliments à consommer à certains moments, pas avec d'autres, et d'autres si, d'autres pas. Voilà. Bon, si on cumule un peu tout ça, ça devient quand même assez compliqué à mettre en œuvre dans le quotidien. Mais avec un peu de créativité, on y arrive. Non mais je parle en connaissance de cause, hein. C'est-à-dire que moi les recommandations que j'ai faites, je les ai quand même appliquées dans mon quotidien aussi. Donc en étant très très motivé, en y croyant très fort, on peut faire des choses. Est-ce que ça a des effets? Encore un autre sujet. On a aussi beaucoup de recommandations d'hygiène de vie. Ça va notamment concerner l'activité physique, le sommeil, la consommation de tabac. Donc bon, voilà, là encore des choses qui ne sont pas tout à fait déconnantes. On a beaucoup de recommandations de compléments alimentaires, plus ou moins coûteux, plus ou moins nombreux et plus ou moins pertinents. Que ce soit des gélules de plantes, de minéraux, de vitamines, d'huiles essentielles, de probiotiques, et puis bon, les complexes détox à en plus pouvoir, parce qu'on a vu que de toute façon la détox faisait partie intégrante du processus de l'accompagnement naturopathique. Des recommandations qui relèvent plus du développement personnel, donc là ça va dépendre un peu des affinités de la personne, mais ça peut être des outils de CNV, communication non violente, de pensée positive ou de PNL, programmation neurolinguistique, voilà, à titre d'exemple. On peut retrouver aussi, en fonction des besoins identifiés chez la personne, des exercices de gestion du stress, comme des exercices respiratoires de cohérence cardiaque ou la relaxation de Jacobson, ou des exercices de méditation, de visualisation, ce genre de choses. Des conseils d'ordre plus énergétique. Donc on a parlé des techniques réflexes, donc ça peut être des recommandations de lithothérapie, de l'EFT. Et un exercice, moi, qu'on m'avait appris en formation, l'exercice des bonhommes allumettes. Je vous laisserai chercher a posteriori si vous ne connaissez pas encore, c'est très ludique. Un truc qui arrive souvent, bien que ce ne soit pas souvent affiché, c'est de conseiller le recours à des analyses ou des outils diagnostiques qui sont sans fondement scientifique. Donc peut-être que le plus connu d'entre eux, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le Physioscan. Il y a des dépistages aussi très coûteux de pseudo-intolérance alimentaire à IgG. Il y a le bilan iridologique qu'on évoquait tout à l'heure, donc le fait d'observer l'iris, la partie colorée de l'œil, et donc tirer des déductions sur l'état de santé de la personne. Aussi très à la mode, les analyses du microbiote intestinal, ou la méthode NAET, qui, par des outils de kinésiologie, prétend détecter et traiter des allergies. Et puis, bien évidemment, le naturopathe étant un peu le généraliste des pseudomédecines, va régulièrement être amené à réorienter ses clients et clientes vers d'autres professionnels en affinité avec son approche. Donc moi, personnellement, je travaillais beaucoup avec les ostéopathes, par exemple.
Mais ça peut être aussi de la kinésiologie ou de la réflexologie. Ça dépend aussi des spécialités du ou de la naturopathe qui peut avoir des fois plusieurs cordes à son arc et réorienter vers soi-même aussi. Ça peut être pratique. Les cures, on les a déjà évoquées. Je vais un peu vite, mais j'ai envie de passer tellement d'infos en peu de temps. Je respire pas trop d'ailleurs. Les fondements philosophiques. J'aime beaucoup en parler parce que ça, c'est vraiment un truc qui est commun à toutes et tous les naturopathes. C'est la base de la pratique et je pense que quand on a compris les fondements, on est capable de porter un regard critique éclairé sur la discipline, indépendamment de la façon dont c'est pratiqué. Ces fondements, ils sont au nombre de 5. Le premier que je vais citer, c'est le vitalisme. Alors, le vitalisme, c'est une croyance qu'on pourrait résumer en l'existence d'une énergie vitale ou d'une force vitale, que certains vont aussi nommer un souffle divin, donc qui serait à l'œuvre chez tous les êtres vivants, hein, humains ou pas. Et une fois que cette énergie vitale serait altérée, ça pourrait se manifester par des problèmes de santé. Et beaucoup de naturopathes vont jusqu'à assurer que cette énergie vitale, c'est elle en fait, qui commande le bon fonctionnement des organes et qu'en fait, ce serait l'énergie vitale qui est à l'œuvre quand on parle d'homéostasie. Qu'est-ce qu'on pourrait préciser d'autre? Ah oui, et le concept d'auto-régénération, d'auto-guérison qui est souvent invoqué en naturopathie serait la résultante de cette force vitale qui est à l'œuvre. Donc ça, c'est le vitalisme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous les énumérer les 5 rapidement et je vais ensuite vous proposer un petit regard critique par rapport à ça. Très frustrant aussi parce qu'on n'aura pas le temps de faire 2 heures sur chacun d'entre eux et pourtant on pourrait. L'hygiénisme. Alors l'hygiénisme, c'est ce qu'on a qualifié, c'était la branche un peu extrême de la naturopathie, mais c'est aussi un pilier philosophique de la naturopathie qu'on va retrouver chez tous et toutes les naturopathes. Alors selon l'hygiénisme, notre état de santé dépendrait de notre degré d'adhésion aux lois de la nature, ou qu'on peut appeler aussi loi divine ou loi naturelle. Ça va dépendre des acceptions, mais c'est toujours un peu la même logique. Donc notre santé dépendrait principalement, voire exclusivement, de nos choix alimentaires et d'hygiène de vie, mais aussi, dans certaines conceptions, de certains choix d'ordre plus moral. Et lorsque, du coup, notre santé est altérée, en fait, il faudrait se tourner vers des techniques naturelles, par opposition aux solutions qui sont qualifiées de chimiques, artificielles ou synthétiques. Je fais de gros raccourcis en utilisant ces termes. Je vous renvoie, il y a un très bon article sur le sujet sur le site du Cortex, d'ailleurs, pour expliquer un petit peu la différence entre naturel, chimique, artificiel et synthétique. On ne le fera pas ce soir. Le causalisme. Alors, ça consiste à dire que les naturopathes s'inscrivent dans une démarche qui tendrait à rechercher et traiter les causes profondes des maladies. Moi, quand j'étais en formation, les collègues disaient tout le temps qu'on cherchait la cause de la cause de la cause. Donc c'est vraiment là, on est sur un niveau de radicalité très très fort. Hein, donc c'est causalisme plus. Et en fait, les symptômes de la maladie ne seraient que la conséquence de cette cause. Et donc ça n'aurait pas de sens de traiter les symptômes. Il faudrait vraiment traiter la cause. Et donc la naturopathie prétend s'intégrer dans cette logique-là, qui s'oppose à celle de la médecine que les naturopathes présentent comme symptomatique. Donc la médecine ne traiterait que les symptômes et donc en ne traitant pas les causes, elle ne soignerait jamais vraiment. Le holisme, dont on tient l'adjectif holistique, que vous connaissez peut-être plus que le terme de holisme. Donc ça consiste à envisager les individus et leur santé dans leur globalité, c'est-à-dire qu'on va considérer les gens en prenant soin de leur enveloppe charnelle, leur corps, mais aussi de tous les autres plans. Alors je me le suis noté parce que de mémoire, je ne suis pas foutue de les énumérer tous. Le plan émotionnel, le plan mental, le plan psychologique, mais aussi les plans spirituels et énergétiques, et je suppose qu'on pourra en trouver d'autres. Et encore une fois, cette conception, elle se construit en opposition avec la médecine, qui, elle, aurait une approche partielle de la santé, ce qui n'est pas toujours très faux, parce qu'elle se focaliserait uniquement sur la dimension physique, voire parfois sur juste une partie du corps. C'est ce qu'on critique régulièrement en tant que naturopathe vis-à-vis notamment des médecins spécialistes qui vont se concentrer sur un organe ou un système et un petit peu passer sous silence le reste. Le dernier, c'est l'humorisme. Alors l'humorisme, c'est un héritier de la théorie des humeurs d'Hippocrate. Mais bon, ça a été remis au goût du jour parce que bon, on ne peut quand même pas ressortir Hippocrate décemment de nos jours. Donc du coup, c'est plutôt, donc ça va rejoindre la notion de terrain que j'évoquais tout à l'heure. Ça consiste à dire que la santé, elle dépend de l'équilibre du terrain de chaque personne. Et cet équilibre, il tiendrait notamment à la quantité de surcharge et de toxines qui sont accumulées dans l'organisme.
Et dans cette logique-là, les naturopathes empruntent aussi à la théorie des humeurs la notion de tempérament. Donc on parle de tempérament hippocratique ou de tempérament naturopathique. Donc il y a un outil assez incontournable du bilan naturopathique et qui est censé donner des indications pour accompagner de manière individuelle chaque personne. Je respire. Ok, on va passer un peu plus vite sur la critique. Sur le vitalisme, alors c'est une conception de la santé qui a eu beaucoup de succès à une époque, qu'il y en a beaucoup moins désormais qu'on a accès à des outils qui nous permettent d'expliquer, d'observer et de comprendre des mécanismes basiquement physico-chimiques qui expliquent des choses qu'on n'était pas capable d'expliquer à une époque, et notamment c'est ces choses qui ont été permises par l'invention du microscope, par exemple, et d'autres outils. Donc clairement, de nos jours, à part se gargariser en imaginant être une entité divine, ça n'a pas tout à fait de pertinence. L'humorisme, pareil. Les progrès de la médecine ont quand même bien fait avancer la perception qu'on a de la santé aujourd'hui. Et en fait, on sait aujourd'hui que les maladies ne découlent pas des surcharges métaboliques et toxiniques induites par l'engorgement des organes qu'on dit émonctoires en naturopathie. Donc ça va être notamment les poumons, les intestins, le foie, les reins. Pas mal d'organes en fait. Donc ces organes qui sont en charge d'éliminer les déchets d'une manière générale. Et cette conception de la santé en fait elle est problématique parce qu'elle nie la dimension multifactorielle des pathologies et d'une manière globale ça s'inscrit dans cette conception assez simpliste de la santé. Donc personnellement je ne la trouve pas du tout pertinente. Alors l'hygiénisme. Donc, ça consiste à dire qu'il faudrait se soigner par des moyens naturels et que notre état de santé dépendrait de notre adhésion aux lois naturelles. Ma principale problématique avec cette dimension-là, c'est que cette approche, elle est présentée comme responsabilisante. Je le sais pour l'avoir moi-même très longtemps présentée comme telle. C'est-à-dire que j'expliquais aux gens qu'en fait, c'est génial. On a le pouvoir et la possibilité d'être en meilleure santé si on le souhaite. Donc du coup, en apportant des changements. En réalité, c'est super culpabilisant et c'est très problématique. Parce qu'en gros, ça consiste à dire que si on est malade et si on souffre, c'est juste parce qu'on n'a pas fait les efforts nécessaires pour être en bonne santé. Pour obéir aux lois naturelles, donc être en bonne santé. Le problème, c'est qu'en fait, les causes du maladie sont plurielles et qu'il y a beaucoup de facteurs qui ne dépendent pas du tout de notre volonté, comme des prédispositions génétiques, des causes environnementales, des causes accidentelles, des causes infectieuses, des événements de vie traumatisants, ou des fois juste le manque de bol. Et bon, ça, c'est quand même à prendre en considération. L'autre problématique de ce pilier-là aussi, c'est que ça conduit à romantiser la maladie. Ça, c'est un truc avec lequel j'ai désormais beaucoup de problèmes. C'est que cette conception de la santé, elle permet d'identifier la maladie comme étant quelque chose de positif, puisqu'en fait, ça serait un signal d'alarme qui nous donne l'indication qu'il y a quelque chose à faire pour aller mieux, et que du coup, c'est quelque chose de bienveillant, c'est quelque chose d'utile. Et pour moi, romantiser la maladie comme ça, c'est extrêmement problématique. Je passe sous silence l'appel à la nature. Parce que bien évidemment, du coup, ça consiste à affirmer que seules les choses naturelles nous permettraient d'être en bonne santé, comme si ce qui était naturel était par essence bon et meilleur, ce qui n'est pas du tout le cas. Il y a énormément de choses qui ne sont absolument pas naturelles et qui sont perçues comme très intéressantes, comme les lunettes, les montres, les fauteuils roulants, l'insuline de synthèse pour les personnes diabétiques de type 1, ou bref. A l'inverse, le cancer, c'est tout ce qu'il y a de plus naturel, et je crois qu'on sera d'accord pour dire que personne n'en veut. Sur la dimension holistique, alors le problème, c'est que moi j'adhère à l'idée, personnellement, je trouve ça très chouette de dire on aborde la santé des gens de manière globale. Sauf qu'en réalité, moi j'observe pas une grosse différence entre ce qu'on voit en pratique dans la naturopathie et ce qu'on voit dans la pratique de la médecine. Donc de ce point de vue-là, je ne suis pas tout à fait convaincue. Sur le causalisme, exactement la même chose, et c'est même un peu plus problématique. C'est-à-dire qu'en fait, le problème de l'approche naturopathique, c'est que se prétend causaliste, donc traiter les causes des maladies, mais sauf qu'en fait, la plupart du temps, les naturopathes ils passent complètement à côté des causes réelles des maladies, tout simplement parce que ils vont faire comme ce qu'ils vont dénoncer, c'est se focaliser sur le traitement des symptômes. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait de leur faute, parce que les naturopathes ne sont pas formés pour établir un diagnostic. Donc, du coup, ce n'est pas leur job. Donc, ils n'ont pas de formation en physiopathologie, ils n'ont pas de formation en sémiologie. Donc, ça ne me paraît pas déconnant.
En parallèle de ça, il y a quand même une tendance chez les naturopathes à inventer des causes émotionnelles, des causes énergétiques, des causes de surcharge toxinique, dont on ne sait pas trop ce que ça vient faire là-dedans, l'influence de l'adhésion à des lois naturelles ou ce genre de choses. Et du coup, si on considère que ça, c'est vraiment la cause des maladies, je suis désolée, mais ce n'est pas vraiment traiter la cause que de traiter des causes qui sont tout à fait fictives. Je voulais apporter un petit regard aussi sur un rapport à la médecine que je trouve très paradoxal chez les naturopathes. Il y a une prétention de vouloir développer ce qu'on appelle la médecine intégrative. C'est un terme que vous n'allez trouver que dans les bouches des personnes qui promeuvent les pseudomédecines, qu'elles soient elles-mêmes thérapeutes ou pratiquantes ou juste adeptes, croyantes ou ayant envie de défendre ces pratiques-là. Ça consiste à essayer de valoriser les pseudomédecines pour les intégrer dans le parcours de soins médical, donc de créer des associations, de faire entrer des naturopathes, des kinésiologues, des réflexologues dans le milieu hospitalier, par exemple, pour une complémentarité de prise en charge. Bon, et cette volonté de cohabitation, elle doit cohabiter avec en parallèle une méfiance démesurée des naturopathes envers les traitements médicamenteux. Alors moi, j'ai identifié notamment par rapport aux chimiothérapies, aux anti-inflammatoires, aux antidépresseurs, aux vaccins et parfois aussi aux chirurgies. Et d'une manière générale, la tendance, ça va être à exagérer les effets secondaires qui existent, mais du coup les exagérer, et dans le même temps à minimiser les effets bénéfiques des traitements, voire à les nier complètement et affirmer qu'ils sont inutiles. Et en parallèle de ça, les naturopathes ont tendance à indiquer que la médecine ne traiterait que les symptômes, donc finalement ne traiterait pas vraiment, puisqu'on a vu que dans le cadre d'une approche causaliste, ça servait à rien, quoi. Voire certains naturopathes prétendent que la médecine rendrait malades les patients et les patientes. Ça, on peut le lire, on l'entend encore régulièrement. Et en dehors des rares situations que les naturopathes considèrent comme relevant de l'urgence vitale, et encore du coup, encore faut-il avoir les outils pour se permettre de déterminer si ça relève d'une urgence vitale ou pas, du coup, la plupart du temps, la médecine est complètement dénigrée constamment. On va en parler, il y a beaucoup de choses à dire sur la médecine. Je ne suis pas en train de faire la promotion aveugle de ce qui se passe dans notre système de soins. Je ne sais pas trop comment c'est en Belgique, mais je suppose que c'est un peu... Les critiques seront communes. Ok. Une autre chose que je trouve intéressante de relever, c'est que les naturopathes font quand même souvent référence à des médecins. C'est assez étonnant, du coup, parce que du coup, il y a quand même une espèce de méfiance très très forte, mais il y a cette tendance à citer les médecins. Et alors personnellement, c'est une nomenclature très personnelle, ça n'engage que moi, j'ai identifié 4 contextes dans lesquels les médecins sont cités. Le premier cas, est-ce que j'ai... Ouais, c'est ça. Le premier cas, c'est pour faire référence aux médecins de l'Antiquité. Alors là, il y a une espèce de glorification. Hippocrate et Pythagore en général, donc là c'est très naturel, c'est très traditionnel, donc on met en avant ces pratiques-là, comme si on n'avait pas su les faire évoluer depuis. Le deuxième cas, c'est pour prendre en exemple des médecins dont les travaux ou les hypothèses alimentent une vision de la santé qui est compatible avec la naturopathie. Et là, il y en a pléthore. On peut citer Samuel Hahnemann, l'inventeur de l'homéopathie, Antoine Béchamp avec la théorie des microzymas. Si vous ne connaissez pas, je trouve ça très intéressant, c'est peu connu mais c'est instructif. On a cité tout à l'heure Jean Seignalé avec son régime hypotoxique. Qui est-ce que je me suis noté aussi? Édouard Bach et les élixirs floraux. Catherine Kousmine avec la médecine orthomoléculaire. Voilà, il y en a plein, j'ai essayé de citer dans différents domaines, mais ça, ce sont des personnes qui sont médecins et qui ont l'approbation des naturopathes. Personnellement, je considère que ça relève un petit peu de l'argument d'autorité. C'est voilà, pour valoriser des personnes qui ont un titre de médecin, pour asseoir comme une scientificité de la démarche qui fait défaut par ailleurs. Le troisième contexte, c'est pour travestir des travaux qui ont été réalisés par les médecins. Et là, je citerai qu'un seul exemple qui me fait beaucoup de peine à chaque fois, c'est Claude Bernard. Claude Bernard, c'est un médecin du 19e siècle qui a quand même permis d'énormes progrès dans la science expérimentale. Et la naturopathie lui emprunte la notion de milieu intérieur pour calquer dessus la notion de terrain, qui n'a absolument plus rien à voir. Et en naturopathie, on utilise à tort et à travers la notion d'homéostasie. Moi, j'ai découvert ce terme en formation en naturopathie, et puis je l'ai redécouvert ensuite. Et c'était pas pareil. Et le dernier point, c'est bien évidemment pour citer des médecins qui sont fortement critiqués. Et moi, j'ai le souvenir que dans mes cours, notamment, un des médecins qui était beaucoup critiqué, c'était Louis Pasteur, qui a quand même beaucoup travaillé dans l'essor de la vaccination. Voilà, c'est difficile de soutenir dans le même temps qu'on n'est pas anti-vax, mais
certains et certaines arrivent à faire cette pirouette. En naturopathie, on a tendance à dénoncer le poids des intérêts économiques des laboratoires pharmaceutiques et de l'industrie agroalimentaire dans les divers aspects du monde médical. Que ce soit l'imprégnation au niveau de la formation des médecins, l'influence qui est exercée sur la recherche, le lobbying auprès des médecins en exercice, les conflits d'intérêts entre l'industrie et le milieu médical, le lobbying auprès des décideurs politiques, l'influence sur la tarification des médicaments et des actes médicaux. Et en vrai, moi, je suis assez d'accord avec ça. Le problème, c'est que cette critique, elle est souvent exagérée et elle n'est pas tout à fait réaliste. Moi, j'ai tendance à renvoyer plutôt vers l'association Formindep, que j'indiquais précédemment, qui pour le coup engage des démarches concrètes pour lutter contre ce type de mécanisme d'influence, sans les exagérer et sans tomber dans des théories de type Big Pharma. Ça, c'est pour le côté industrie pharmaceutique. Pour tout ce qui est industrie agroalimentaire, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous recommande fortement cet ouvrage qui s'appelle « Des lobbies au menu, les entreprises agroalimentaires contre la santé publique ». J'avais beau avoir conscience de ce qui se passait, personnellement, ça m'a fait un choc de le lire. Le problème avec les exagérations des naturopathes, c'est que ça contribue à alimenter un sentiment de défiance généralisée vis-à-vis de la médecine qui a déjà assez bonne presse, et donc à éloigner les gens encore plus de la médecine. Sauf que, moi, un truc qui m'a beaucoup choquée dans le même temps, c'est que la naturopathie n'est pas du tout exemplaire à ce niveau-là. Mais alors vraiment pas du tout. Alors déjà, les naturopathes n'ont pas du tout l'obligation de déclarer des conflits d'intérêts, contrairement aux professionnels de santé. En France, il y a une réglementation par rapport à ça. Alors, elle est loin d'être parfaite. Il y a énormément à faire et il y aurait vraiment beaucoup de ressources à allouer à ça. Mais les naturopathes ne sont pas assujettis à cette même obligation. Et malheureusement, les conflits d'intérêts dans la profession, ils sont énormes. Pourtant, il y a peu de naturopathes qui s'en indignent, autant que ce qu'on peut observer dans le milieu médical. Moi, par exemple, j'avais des chargés de cours en formation en naturopathie qui étaient aussi représentants de laboratoire. Ça semblait poser de problème à personne. Il y a des écoles aussi de naturopathie qui louent leurs locaux à des laboratoires sur les horaires qui ne sont pas occupés pour la formation. Les associations professionnelles de naturopathes, alors là c'est carrément public, vous pouvez aller voir sur leur site, il y a des dizaines de partenariats avec des laboratoires de compléments alimentaires. Les naturopathes en exercice sont constamment sollicités par les laboratoires, je le suis encore aujourd'hui après plusieurs années après avoir cessé ma pratique. Il y a le même concept en fait des visiteurs et visiteuses médicaux, exactement la même logique, donc pour promouvoir des produits auprès des naturopathes. Il y a aussi des laboratoires qui accordent de nombreux avantages aux naturopathes, alors que ce soit d'offrir des produits, de concéder des remises sur les produits, d'offrir des formations, des repas, de remettre des supports d'aide à la prescription pour faciliter du coup la prescription, mais aussi des commissions sur les produits vendus, et ça, c'est beaucoup plus courant que ce qu'on imagine. En tout cas, ça c'est ce que moi j'ai pu observer déjà, donc je ne sais pas ce qu'il peut y avoir d'autre, mais en tout cas, ça c'est déjà ce que j'ai pu observer dans la réalité de ma pratique. Et puis quand je vous parle de laboratoire de produits naturels, je ne vous parle pas d'une petite société coopérative de 10 personnes en Ariège. En Ariège, c'est un département un peu paumé en France. C'est l'exemple qu'on prend souvent pour les pseudomédecines parce que les gens aiment beaucoup la nature. Et bref, c'est un peu caricatural, mais ça parle aux Français et Françaises. Mais du coup, on n'est pas du tout sur un petit truc artisanal d'amateurs de la nature, anticapitaliste ou quoi. Non, non, c'est des entreprises qui ont une rentabilité qui n'a rien à envier à celles qui vendent des produits moins naturels. Voilà. J'ai envie quand même de prendre un petit temps pour parler du fait que la naturopathie, ça marche. Mais j'ai peut-être pas trop le temps. Parce que j'ai plein d'autres trucs derrière. On va pas en parler. En gros, petit résumé de cette partie. Il y a énormément de témoignages. Les témoignages ne sont pas une preuve de validité d'une pratique à visée thérapeutique parce que corrélation n'est pas causalité, parce que facteur confondant, parce que effet contextuel. Je vous fais un résumé très très grossier, mais au moins je l'aurais dit. Ceci étant, il y a des choses intéressantes dans la naturopathie, notamment certains conseils nutritionnels, certains outils de gestion du stress, certains outils en lien avec la promotion de l'activité physique, mais ces éléments-là ne sont pas spécifiques à la naturopathie et sont déjà couramment utilisés par les professionnels de santé. Les principaux dangers de la naturopathie, parce qu'il y en a indépendamment de sa dimension extrême, hygiéniste ou pas. Le risque financier.
Ben oui, vous pouvez dépenser beaucoup d'argent en étant accompagné par un ou une naturopathe sur le long cours en ne guérissant pas vos problèmes de santé. En recevant des recommandations alimentaires complètement infondées, vous vous exposez potentiellement à un risque de carence ou de trouble des conduites alimentaires, parce que quand on vous explique que votre santé dépend de votre adhésion à des recommandations alimentaires hyper restrictives et cumulatives, et ben à terme, on appelle ça l'orthorexie. Vous pouvez aussi aggraver une situation pathologique parce que les naturopathes ne sont pas formés à prendre en charge une personne qui a un problème de santé, notamment d'un point de vue diététique. On appelle ça la diététique thérapeutique. Donc du coup, si vous n'avez pas des recommandations adaptées à l'état de pathologie d'une personne, possiblement que ça va la desservir. Les nombreux compléments alimentaires exposent aussi à un risque d'allergie, d'intoxication ou d'interaction médicamenteuse, en sachant que les formations en naturopathie sont particulièrement superficielles à ce sujet-là et que c'est pas comme si les naturopathes cherchaient à vous le cacher, c'est juste que les naturopathes n'ont pas conscience de ce risque-là. Mais le risque principal, selon moi, c'est le risque de perte de chance d'être soigné avec un retard de diagnostic, puisque en ne cherchant pas avec les bons outils, le diagnostic posé, il y a de grandes chances pour qu'il soit mauvais. Donc, ce qui induit un retard de prise en charge et un éloignement de la médecine. Et je voudrais insister un petit peu sur ce point, parce que quand je parle d'éloignement de la médecine, les gens me répondent « Non, mais les naturopathes, ils sont pas dingues, c'est pas le terme que je voulais employer, ne cherchent pas à éloigner consciemment de la médecine leurs clients et leurs clientes, parce qu'il n'y a qu'à voir, on ne leur demande jamais d'arrêter leur traitement, et on s'assure toujours que ces personnes-là ont un suivi médical. » Oui, sauf que, en fait, des fois, ça peut être beaucoup plus subtil que ça. Quand vous dites à quelqu'un qu'il y a plein d'autres choses très efficaces à tester avant de prendre un traitement ou de bénéficier d'une intervention chirurgicale, que ce soit manger sainement, jeûner ou prendre des compléments alimentaires plutôt que de prendre des antidépresseurs quand on a envie de se pendre, ça me pose problème. Quand on renforce l'idée que seules les méthodes naturelles permettraient en bonne santé de manière durable et qu'on décrédibilise constamment, de manière directe ou indirecte, les tentatives non naturelles de se soigner, ça conduit à éloigner de la médecine. Quand on évoque sans cesse les effets secondaires indésirables des traitements médicamenteux et chirurgicaux, qu'on les exagère et qu'on minimise en parallèle les effets bénéfiques ou qu'on les nie carrément, que ce soit sur les vaccins, les médicaments ou autres, ça aussi, ça conduit à éloigner les gens de la médecine. Quand on exagère l'influence des laboratoires sur le monde médical pour accroître la défiance généralisée envers la médecine et les professionnels de santé, tout en passant sous silence l'influence des laboratoires sur les pseudomédecines, là aussi, on contribue à éloigner les gens de la médecine. Et quand on présente la médecine comme ayant une approche strictement symptomatique, donc étant dans l'incapacité de guérir les causes des problèmes de santé, là aussi, on contribue à favoriser la perte de chance d'être soigné. Alors, pourquoi un tel attrait pour la naturopathie ? Si vous évoluez dans un contexte qui soit familial, professionnel, médiatique, favorable aux pseudomédecines, vous avez de grandes chances d'adhérer à ce qu'on vous propose à ce niveau-là. Mais il y a aussi le fait que les naturopathies profitent des limites inhérentes à la médecine, notamment le fait que parfois, la médecine n'a pas de solution curative à proposer. Parfois, c'est difficile d'établir un diagnostic, parfois c'est encore plus difficile de le faire rapidement. Et parfois, on a du mal à proposer des traitements efficaces sans effet secondaire ou à prendre en charge correctement des douleurs chroniques. Et donc, en désespoir de cause, on peut avoir envie de se tourner vers la naturopathie. On l'a évoqué à plusieurs reprises, le climat de défiance généralisé envers la médecine et la science, qui est tout à fait normal quand on connaît les scandales sanitaires, les conflits d'intérêts entre l'industrie pharmaceutique et les professionnels de santé. Ça peut conduire à se tourner vers les pseudomédecines en imaginant que ça va être un peu plus idéal. L'autre problématique, c'est l'accessibilité. Je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais nous en France, on a un certain nombre de déserts médicaux. On a un certain nombre de zones où pour voir un médecin, il faut attendre des mois, notamment les médecins spécialistes. Un naturopathe, sous 48 heures, vous avez toutes les chances d'en trouver un à votre porte. Donc c'est quand même vachement plus accessible. Et je me permets de placer que, à mon avis, le peu d'énergie qui est déployé par les institutions ordinales, donc les ordres des médecins ou les ordres professionnels d'une manière générale, et les institutions gouvernementales pour combattre les dangers des pseudomédecines, est pour partie au moins responsable de leur essor et de leur attractivité. Et ça passe par le fait qu'on laisse encore des déserts médicaux s'installer. Le constat aussi d'une relation médecin et patient ou patiente qui est complètement altérée, que ce soit par le manque d'écoute, qui est souvent inhérente au manque de temps. Mais ça, ce n'est pas le fait des médecins, c'est que les médecins n'ont pas d'autre choix. Voilà, donc effectivement, c'est structurel et ça dépend de décisions politiques. Le fait que beaucoup de médecins aient une attitude paternaliste et ne prennent pas le temps d'expliquer aux malades les mécanismes de leur pathologie et le mode d'action des traitements.
Les médecins ne le feront peut-être pas, les naturopathes, ils vont le faire. Hein. Les explications, elles seront foireuses, mais elles seront là. Et si c'est les seules que vous avez toutes les chances d'y adhérer. Ça donne du sens à vous adhérer au plan thérapeutique qui vous est proposé. Mais aussi tous les jugements qui sont émis par les professionnels de santé sur votre mode de vie, vos choix de contraception, vos choix alimentaires ou tout ce que vous voulez. Sans oublier les comportements et propos oppressifs, que ce soit des propos sexistes, homophobes, racistes, transphobes, validistes, grossophobes, psychophobes ou autres. Les gens vont avoir tendance à imaginer que c'est mieux ailleurs. Ce n'est pas forcément le cas. On pourrait en parler notamment sur la naturopathie au féminin. Il y aurait beaucoup de choses à dire, on ne le fera pas ce soir. Mais en tout cas, ça peut être perçu comme une alternative par certaines personnes. Autre problématique que j'ai pu identifier aussi, c'est le fait que les médecins, professionnels de santé négligent l'importance de l'accompagnement réalisé par les professionnels de la santé mentale et par les professionnels de santé que sont les diététiciens et diététiciennes. À savoir que comme ce n'est pas pris en charge par la sécurité sociale, pas forcément, c'est plus difficile d'y accéder, en tout cas de manière égalitaire. Et ça, c'est problématique parce que ça laisse la place aux personnes qui se revendiquent avoir une compétence pour accompagner des détresses psychologiques et donner des conseils nutritionnels. Je précise que vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas parlé du défaut d'enseignement des outils de la pensée critique et d'autodéfense intellectuelle comme moyen de combattre les pseudomédecines, parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose de très minoritaire. Conclusion. Ça va, j'aurais pas trop dépassé. Alors, je vais me poser parce que c'est important, c'est l'essentiel de ce que je voulais transmettre ce soir, donc je vais essayer de le dire posément. En France, on a un code de déontologie médicale qui prévoit que le consentement des patients et des patientes aux soins qui sont proposés par le médecin doit être libre et éclairé. Alors moi, personnellement, le consentement, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai encore beaucoup de progrès à faire à ce niveau-là, mais en tout cas, c'est un truc qui me tient à cœur. C'est une composante majeure du respect de l'autonomie et de la volonté des patients et des patientes dans le parcours de soins médical. C'est très imparfait, mais ça a le mérite d'exister. En théorie, le consentement doit être donné après avoir reçu préalablement du médecin une information claire, complète, compréhensible et appropriée à cette situation, notamment sur les risques et bénéfices des traitements proposés et de leurs alternatives. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, ce n'est pas toujours aussi rose, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est présenté. Ma problématique, c'est que les naturopathes et les autres pseudothérapeutes ne sont pas soumis à cette obligation-là. Il n'y a pas ce cadre-là, donc il n'y a même pas l'intention d'aller vers ça. Du coup, les clients et les clientes reçoivent, pour ainsi dire, jamais les informations préalables sur l'absence de preuves scientifiques relatives à l'efficacité des méthodes proposées, sur les alternatives médicales qui, elles, sont éprouvées, ni même sur les risques d'effets secondaires les plus courants. Du coup, à mon sens, les clients et les clientes des pseudomédecines ne sont pas en mesure de fournir un consentement éclairé aux traitements naturels qui leur sont proposés. Du coup, je me demande si on prenait le temps d'expliquer aux gens qui sont intéressés par la naturopathie qu'en fait, la discipline n'a pas démontré avoir la moindre efficacité propre au-delà des effets contextuels, qu'il y a par contre plusieurs risques avérés, qui sont parfois très graves. Je n'ai pas pris le temps de détailler, mais on pourrait. Même qu'il y a des liens d'intérêt avec des laboratoires. Je me demande, est-ce que ces personnes-là, elles seraient toujours autant intéressées ? En fait, j'en sais rien. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en fait, je ne pense pas que la progression sur ce sujet-là, elle passera par là. Je pense surtout qu'en fait, il faut qu'on arrête de dépolitiser le sujet. Je pense qu'on peut partir du constat, assez lucide, que aussi longtemps qu'on ne se sera pas donné les moyens de résoudre la crise de confiance qui touche à la fois le monde médical et le monde scientifique, en fait, tous les arguments scientifiques qu'on pourra proposer, ils n'auront aucun poids dans cette lutte contre les dangers des pseudomédecines. Du coup, à mon sens, alors, promouvoir l'enseignement de l'esprit critique, oui, bien évidemment, ça va dans le bon sens, j'y suis favorable. Mais je pense que nos efforts, ils devraient principalement se cibler sur des considérations qui ne sont pas des considérations individuelles et qui sont des considérations politiques et sociales. Je pense notamment, ce n'est que mon avis, qu'il faudrait travailler à réformer la formation des professionnels de santé pour à la fois les sensibiliser à la qualité de la relation thérapeutique, pour que les personnes ne soient pas tentées d'aller chercher ailleurs ce qu'elles n'ont pas obtenu dans leur cabinet, de les former aux mécanismes d'oppression, de les sensibiliser à ça, de les former à ce qui rend les pseudomédecines si attractives, à l'importance de susciter l'adhésion des patients et patientes aux projets thérapeutiques, notamment. Je pense que nous devrions aussi militer pour assurer l'indépendance des professionnels de santé et de nos décideurs politiques vis-à-vis des laboratoires et des lobbies de l'industrie agroalimentaire, qu'on devrait combattre les déserts médicaux et les inégalités d'accès aux soins, quelles qu'elles soient, qu'on devrait prendre des mesures et allouer des ressources pour permettre des consultations médicales plus longues,
qu'on devrait aussi faire prendre en charge par la sécurité sociale les accompagnements par les professionnels de la diététique et des psychothérapies éprouvées, pour ne pas laisser ce champ vide. Et aussi qu'on devrait faire appliquer les lois qui protègent les patients et les patientes en sanctionnant l'exercice illégal des professions de santé réglementées telles que la médecine, la diététique et la pharmacie, puisque ces lois existent et qu'il suffirait de les faire appliquer. Ce ne sont que quelques pistes, il y aurait plein d'autres idées, en tout cas ce sont les principales que moi j'ai identifiées. Je me demandais, est-ce que tu as observé beaucoup dans ta pratique des personnes qui vont chez un naturopathe en première intention, parce que tu cites l'éloignement du corps médical comme un risque avéré, et je me demande dans quelle mesure, parce que moi ce que j'ai observé dans le secteur qui est le mien, c'est que c'est surtout des personnes qui ont eu un long parcours médical et qui se tournent vers des plantes, des compléments alimentaires comme solution alternative parce que la médecine n'a rien à proposer, quoi. Voilà, merci. Alors moi j'ai observé les deux profils que tu décris. Effectivement des personnes qui sont un peu en bout de course, qui n'en peuvent plus, qui ont tout essayé ou qui ont essayé suffisamment et qui ont suffisamment morflé pour essayer d'autres choses, ou qui n'ont suffisamment pas eu de réponse ou de condescendance ou quoi que ce soit d'autre. Et j'ai aussi observé des personnes qui en première intention viennent en naturopathie parce que notamment c'est des personnes qui ont... je vais citer deux cas différents, mais en première intention dans le sens où pour une pathologie nouvelle, voilà, tu as une nouvelle pathologie qui se déclare et du coup ta première idée ça va être de voir la naturopathie parce que tu as constaté les échecs de la médecine à te prendre en charge sur d'autres choses, donc du coup en première intention tu vas venir. Ou alors des personnes qui n'ont pas le réflexe d'aller voir des médecins parce que peut-être elles ont grandi dans une famille où de base on se soigne avec l'homéopathie, les plantes, la grand-mère est rebouteuse ou que sais-je, et en fait où il y a une espèce d'influence culturelle qui fait que ta première idée c'est d'aller voir un ou une naturopathe ou kinésiologue ou réflexologue ou autre. Du coup oui, j'imagine plein de contextes dans lesquels en première intention on peut aller voir un ou une naturopathe. Avec plaisir. Bonsoir et merci beaucoup. J'essaye de formuler la question dans ma tête encore, mais donc au début tu as parlé de la question sociale de la naturopathie, et moi la représentation un peu que j'ai de la personne qui va visiter un naturopathe, c'est plutôt l'image du bobo, c'est-à-dire quelqu'un qui est de classe moyenne, qui a quand même une certaine formation, un certain niveau d'études. Et du coup, déjà, je me pose la question de savoir si ça correspond plus ou moins à ce qu'on voit, ou s'il y a vraiment une diversité de classes sociales qui vont visiter les naturopathes, parce que moi j'ai l'impression quand même que parmi les plus précaires, finalement, on va plutôt aller... On se pose même pas les questions, on va voir un médecin quand on se sent pas bien, parce que c'est un peu la figure d'autorité. Et du coup, la deuxième question qui se pose aussi, c'est la solution que tu viens de développer, qui est celle effectivement d'expliquer, du fait qu'il n'y a pas de preuve de l'efficacité de la naturopathie. Est-ce que finalement, ce ne sont pas déjà des gens qui ont une formation académique et tout ça, un niveau d'études qui va faire en fait qu'ils ne vont pas être sensibles à ces explications-là? Voilà, merci. Alors, je vais commencer par la première question. Je ne garantis pas que je n'aurai pas oublié la seconde ensuite. Auquel cas, je te proposerai de la reposer. Sur la première question, alors à ma connaissance, il n'y a pas de statistiques qui ont été faites sur le profil des personnes. Enfin, j'ai montré dans un visuel, il y a des statistiques qui ont été faites en France, mais qui ne relèvent pas de catégories socio-professionnelles des gens. Du coup, je vais répondre de mon expérience personnelle, qui n'est pas forcément représentative, parce qu'en fait, les prix des consultations sont très variables. Une personne à l'autre, notamment d'un point de vue du secteur géographique. Il y a à Paris, les consultations sont hors de prix. En province, c'est beaucoup moins élevé. Et moi, sur la fin de ma pratique, comme je le fais encore en diététique, je travaillais en prix libre. Donc du coup, j'attirais un profil de personnes assez différent. Ceci étant, j'ai quand même pu remarquer qu'effectivement, il y avait beaucoup de personnes avec un certain niveau de privilèges sociaux, et notamment matériels, qui venaient à moi, mais pas que. Et je ne sais pas dire en fait si c'était représentatif de la société ou pas. Je ne suis pas sûre que les personnes les plus précaires aient pour réflexe d'aller voir des médecins parce que malgré les aides, ça reste quelque chose de difficile d'accès. Et les personnes les plus précaires, elles ont un accès très partiel au système de soins.
Il y a beaucoup de choses qui sont faites positivement en ce sens, mais c'est encore assez compliqué. Et ce sont souvent des personnes qui sont maltraitées par le corps médical, qui subissent beaucoup de préjugés. Donc moi, j'aurais tendance à penser que ce sont des personnes qui vont peut-être ne pas avoir le réflexe d'aller voir le médecin et ne pas avoir le réflexe non plus d'aller voir un ou une naturopathe. Mais je ne suis pas assurée de ce que je dis. C'est voilà, mon ressenti et c'est ce que je peux conclure de ma pratique, mais je n'ai pas de certitude. Sur la deuxième question, oui, je crois que tu fais référence au moment où j'expliquais que du coup, en fait, on ne pouvait pas conclure que les naturopathes recueillaient le consentement libre et éclairé de leurs clients et clientes en ne leur disant pas, en ne transmettant pas ce genre d'informations. Moi, personnellement, je n'ai pas de souci avec le fait que des personnes consultent des naturopathes. Par contre, ce qui m'intéresserait, c'est que ces personnes le fassent en ayant des informations suffisantes pour pouvoir faire ce choix de manière libre et éclairée. Et après, chaque personne fait ses choix, tu vois. Une journaliste me demandait il n'y a pas très longtemps, est-ce que vous seriez favorable à l'interdiction de la naturopathie? Et en fait, je me suis dit, putain, je ne me suis jamais posé cette question. Je la trouvais étrange même. Et je lui ai dit, mais... donc, j'ai pas eu le temps de vraiment d'y réfléchir. Et je lui ai dit, mais en fait, je crois pas. Je crois pas. Je pense que ça représente beaucoup de dangers. Mais je pense qu'il y a suffisamment de choses à faire pour améliorer notre système de soins, pour le revaloriser, sans qu'on ait besoin d'interdire ce genre de pratique. En fait, s'il y a des personnes qui veulent en bénéficier, libre à elles, de la même manière qu'on ne peut pas imposer une chimiothérapie à une personne qui est atteinte d'un cancer en phase terminale. Et du coup, moi, je suis plutôt d'avis de transmettre ces informations pour que les personnes puissent en faire ce qu'elles veulent ensuite. Est-ce que ça répond mieux à ta question, du coup? Est-ce que c'était... Ok. Merci. Merci. Est-ce que tu pourrais rappeler très brièvement la différence entre une nutritionniste et un ou une naturopathe? Oh! Alors, j'ai pas de certitude pour ce que ça représente en Belgique. Mais en France, le qualificatif de nutritionniste, il n'est pas associé à un diplôme et ça n'est pas un indicateur de profession de santé. En France, les seules professions de santé associées à la diététique, ce sont les diététiciens et diététiciennes qui peuvent exercer après s'être enregistrés dans un registre de professionnels et on leur permet d'accéder à ce statut de diététicien ou diététicienne après avoir suivi une des 2 formations qui sont prévues par la loi. Le qualificatif de nutritionniste, il peut être accolé à peu près n'importe quel autre titre, voire utilisé seul, ça veut juste dire qu'il se réfère à la nutrition. Mais il n'y a pas d'exigence de formation derrière ça. Donc une personne qui se dit nutritionniste, c'est que probablement elle a suivi une formation en rapport avec la nutrition qui lui paraît, qui est peut-être plus ou moins pertinente, mais elle n'est pas formée pour être professionnelle de santé. Et du coup, à peu près n'importe qui peut se prétendre nutritionniste et à peu près n'importe qui peut se prétendre naturopathe. Mais le nutritionniste ou la nutritionniste, ça ne dit rien de l'approche que la personne va avoir en termes de santé. La naturopathie, ça s'intègre quand même dans la logique que j'ai exprimée. Il y a quand même une démarche, il y a une affiliation philosophique, une démarche un peu particulière, propre à la naturopathie. Le caractère nutritionniste, ça veut juste dire que ça concerne la nutrition. J'ai deux questions. La première, c'est est-ce qu'il existe quelque chose qui serait de l'ordre d'un ordre des naturopathes ou en tout cas une espèce de régulation en interne qui ferait que quand quelqu'un ou quelqu'une commence à, si je puis le dire, chier dans la colle, est-ce qu'il y a un moyen de le mettre, entre guillemets, de l'écarter du reste, ou en tout cas de dire que cette personne est problématique, en tout cas. Ça, c'est une première question. Est-ce qu'on peut faire une pause entre les deux? Oui, bien sûr, vas-y, Okay. je t'en prie, vas-y. Alors non, il n'existe pas de telle structure. Alors, toujours pour la France, je précise. En France, on a donc la Fédération française de naturopathie, la FENA, qui certifie un certain nombre de formations qui sont censées correspondre à certains critères d'exigence, qui sont censés un peu structurer la profession. Il y a l'Omnes aussi, qui a une vocation un peu, pas vraiment syndicale, mais associative de cet ordre-là. Il y a d'autres initiatives dans ce sens, le syndicat des professionnels de la naturopathie et d'autres choses un peu qui essaiment. Mais il n'y en a aucune qui a le pouvoir, en fait, de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que le seul pouvoir que va pouvoir avoir, par exemple, l'Omnes, c'est de dire, je ne sais pas, pour une raison X ou Y, ça ne correspond pas à la charte, à nos valeurs ou autre, en fait, on vous des références de notre répertoire, mais ça n'empêchera pas la personne d'être naturopathe, encore moins d'exercer. La seule pression qu'on peut avoir, c'est de dire, vous n'appartenez plus à notre boys club, à notre petit collectif, quoi, voilà. Mais du coup, ça n'empêchera pas la personne d'être naturopathe, puisqu'il n'y a absolument rien qui conditionne la pratique de la naturopathie. J'aimerais ajouter que c'est pareil en Belgique. Il y a une union nationale, il y a une union des naturopathes de Belgique, mais c'est comme Sohan a expliqué.
Et après, la deuxième question, en fait, c'est est-ce que quand on prend la médecine, la pratique va varier un petit peu en fonction des pays, mais c'est quand même relativement standardisé, ça ne va pas passer d'un extrême à un autre. Qu'en est-il au niveau de la naturopathie? Est-ce qu'un naturopathe dans un pays va être complètement différent de ce qui va se faire dans un autre? Est-ce que j'imagine que tu n'as pas exercé dans tous les pays, donc tu peux forcément savoir, mais est-ce que tu as un feeling pour ce genre de choses-là, quoi? Alors, j'ai pas vraiment, non. J'ai pas échangé non plus avec des naturopathes en exercice ou anciens ou anciennes naturopathes d'autres pays. Par contre, ta question, elle m'évoque un truc, c'est que j'ai pas l'impression que la naturopathie évolue beaucoup dans le temps. Donc, du coup, ça m'étonnerait qu'elle évolue dans l'espace. J'ai quand même l'impression qu'il y a quand même, parce qu'il y a il y a quand même quelque chose de très traditionnaliste. On est vraiment attaché, alors en sachant que c'est pas du tout une discipline ancienne, hein, ça remonte au 19e siècle. Hein. On ne l'a pas précisé, mais du coup, c'est issu de la mouvance des personnes hygiénistes européennes, notamment, qui ont pu structurer ces choses-là. Et en fait, il n'y a pas grand-chose qui a évolué depuis. Il y a comme des appropriations par rapport à... on parlait des lacunes ou des limites inhérentes à la médecine, et donc il y a des choses qui sont plus ou moins difficiles à prendre en charge. Donc on va avoir une grosse affinité avec des choses comme les candidoses, les états inflammatoires, les choses qui induisent des douleurs chroniques, des allergies, il y a des petites choses comme ça qui sont assez à la mode, l'endométriose aussi, parce qu'on aime bien s'occuper des femmes en naturopathie. Je fais exprès de parler de femmes, hein, je ne parle pas de personnes qui ont des appareils génitaux qui les rendraient susceptibles d'avoir de l'endométriose, parce qu'on fait rarement cette distinction en naturopathie, mais en médecine non plus, donc on va taper également sur les deux. Alors moi j'avais une question par rapport à ton parcours personnel. À quel moment tu as pris du recul en fait sur ta profession? Quel a été le déclic pour te dire ah mais en fait cette pratique il y a des choses qui vont pas, il y a des choses à remettre en question? J'aime bien cette question, on me la pose souvent et il n'y a pas eu de déclic. Il n'y a pas eu un instant T où il s'est passé un truc révélateur. Pendant ma formation, il y a des trucs où je me suis dit, genre la réflexologie plantaire, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Et en fait, déjà j'ai payé, donc je vais faire la formation. Et en fait, tu es amené à vivre des trucs, à ressentir des trucs, puis tu as l'effet de groupe, et donc tu finis par adhérer à des trucs, et à les pratiquer. J'ai pratiqué la réflexologie autant que la naturopathie. Et je crois qu'un des trucs qui a amorcé le début de prise de recul, c'était déjà de m'éloigner de la dimension collective. Quand je me suis mise à mon compte, j'ai commencé à exercer, puis j'étais beaucoup moins en contact avec ces gens-là, j'ai fait des trucs un peu à ma sauce. Donc déjà, j'ai pu expérimenter aussi ce qui se passait dans la pratique, et puis il y a des trucs que je trouve un peu bizarres. Et il y a eu un ensemble de petites choses en fait, qui se sont cumulées, pour en citer que quelques-unes, genre les fleurs de bac. Moi, je trouvais ça hyper bizarre. Et en fait, j'ai réagi très très fort la première fois que j'ai été confrontée à des fleurs de bac, et du coup, vraiment, je l'ai senti dans mon corps, quoi. C'était des crises de larmes et tout. Et j'ai vécu d'autres choses très fortes aussi. Les effets contextuels, l'effet placebo, c'est merveilleux. Quand on comprend ce que ça recouvre, c'est magnifique. Et en fait, il arrive un moment où je trouvais ça trop fort pour moi. Du coup, je les ingérais plus. Je les prenais dans la main, je les gardais près de moi. Et en fait, même là, je trouvais ça trop fort. Du coup, j'en suis arrivée à les visualiser. Donc, à un moment, j'étais pas bien et je pensais à une fleur de bac pour en avoir les effets. Au bout d'un moment, je me suis dit, il n'y a rien qui va en fait. Comment est-il possible que juste en pensant à un truc, j'arrive à avoir des effets alors que c'est conçu pour être acheté et être consommé à une raison d'une posologie très fixe, très carrée. Et ça fait partie des petites choses qui m'ont amené à me questionner. Et du coup, petit à petit, il y a des outils que j'ai un peu écartés de ma pratique. Je ne sais plus vraiment dans quel ordre ça s'est passé, mais il y a aussi des moments où j'ai commencé à vouloir scientifiser un peu mon approche, notamment nutritionnelle. Et donc, je me suis intéressée à certaines personnes qui avaient des bases scientifiques. Je me suis dit, dis donc, c'est intéressant, il y a des études sur les trucs et tout. Ah oui, il y a des études. Ouais. Et puis, il y a des études, on leur fait dire tout et n'importe quoi. Et puis, il y a études et études. Et puis, il y a les méta-analyses. Et donc, j'ai commencé à foutre un petit peu un pied là-dedans, à faire beaucoup de cherry picking au départ, donc à sélectionner ce qui allait dans mon sens. J'ai même écrit un bouquin sur base de cherry picking. J'ai écrit un bouquin sur l'alimentation qui n'est plus en vente, ne le cherchez pas. Les rares personnes qui en ont un exemplaire, gardez-le précieusement ou brûlez-le, faites ce que vous voulez, mais il n'existe plus. Et en gros, j'étais vraiment persuadée dans une démarche hyper scientifique et j'avais 27 pages de ressources que j'avais sorties dans des revues à comité de lecture. Et voilà, donc il y a eu une petite démarche comme ça de transition. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser un peu à des choses un petit peu, des outils de l'esprit critique, déconstruire l'idée de nature. Ce bouquin-là, je l'ai écrit sans jamais parler d'alimentation naturelle, à aucun moment. Mais j'ai dit que de la merde, tout du long. Mais c'était pas de l'alimentation naturelle. Voilà, donc il y a eu petit à petit, ça s'est fait.
je crois que ce qui a vraiment achevé de me convaincre, mais j'avais déjà décidé de me reconvertir à ce moment-là, donc j'en pouvais déjà plus. Mais vraiment, c'était la période Covid. Et là, en fait, j'ai vu les collègues avec qui, dont j'étais pas forcément très proche, mais les personnes dans ce milieu d'activité ou les personnes dans les magasins bio que je fréquentais. Et là, j'ai vu des discours prendre une ampleur que j'avais pas imaginée. C'est-à-dire que j'avais pas soupçonné la dimension complotiste du truc. J'avais pas soupçonné les prétentions thérapeutiques, à quel point elles étaient exagérées. Et j'ai entendu dire des trucs, des personnes qui avaient des compléments alimentaires pour guérir le Covid, que le Covid était une invention de je sais pas trop qui pour vendre des médicaments, que les gens ne mourraient pas réellement. J'ai entendu dire des choses qui m'ont beaucoup choquée, ou d'ailleurs que si c'était vieux, on s'en foutait. Mais ça, c'était pas que les naturopathes, les pseudos, on va pas se mentir. Hein. Bref, j'ai entendu dire beaucoup de choses qui m'ont beaucoup choquée, et puis cette façon de prendre parti de manière très rapide et très forte, en disant la chloroquine, c'est trop bien. Et moi, j'étais en mode, mais à quel moment est-ce qu'on a les compétences ou les moyens pour avoir ce genre de certitude? Et ça a vraiment achevé de me convaincre que j'avais rien à faire dans ce monde-là. Et là, ça a achevé de me faire prendre de la distance. C'était un très long résumé, mais ça s'est vraiment échelonné du coup sur de longs mois. Voilà, tout d'abord, je voulais te remercier pour ta présentation. Je l'ai trouvée vraiment passionnante. Donc voilà, merci beaucoup. Et je voulais aussi te remercier, comme toi, pour ton introduction. J'ai vraiment beaucoup appris. Enfin voilà, merci. J'ai trouvé ça très important aussi. Et donc moi, en fait, j'ai trouvé aussi ta conclusion assez intéressante par rapport au fait de la nécessité de réinvestir dans le secteur des soins, donc la nécessité d'un réinvestissement public dans le secteur. Pour toutes les raisons que tu as expliquées. Et donc, j'avais un peu de curiosité par rapport à ton voilà, je me dis, est-ce que tu as un investissement particulier par rapport à cette piste-là? Voilà, la question de voilà. Est-ce que ta demande, c'est est-ce que j'aurais une suggestion d'action que toi, tu pourrais mettre en œuvre? Tu veux dire, c'est ça? Oui. Enfin, dans ta pratique, dans les choses, dans tes investissements et tout ça, voilà, ce qui a... Alors, je pense que ça ne relève pas des actions individuelles. Clairement, ça relève d'une dimension politique et collective. Donc, je ne suis pas le genre de personne à soutenir que voter pour les bonnes personnes, ça va changer le monde. Donc du coup, je ne le dirai pas. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, vraiment des politiques publiques de santé à mettre en place. Ceci étant, j'en profite pour passer un message s'il y a dans la salle ou s'il y a des personnes qui nous regardent, qui sont professionnels de santé. En fait, on n'est pas obligé d'attendre d'avoir des réformes de notre formation ou d'avoir des injonctions légales, réglementaires ou autres pour exercer différemment. Moi, j'ai la possibilité, par exemple, de faire des choix en termes d'accessibilité matérielle que d'autres professionnels de santé n'ont pas forcément le choix de faire. Ça peut être une piste. Le fait de se former pour être une personne attentive à ce que nos patients et patientes vont nous dire, de ne pas avoir ou de minimiser autant que faire se peut les comportements ou les propos oppressifs, de travailler à avoir une relation thérapeutique la plus stable possible, de susciter un maximum de confiance, d'éviter d'être paternaliste. Donc, moi, c'est plutôt du coup aux professionnels de santé que j'ai envie de m'adresser de manière individuelle et de dire, mais vraiment, prenez conscience de ça, en fait. On m'a déjà fait la réflexion, j'avais créé une vidéo il y a quelques temps sur le sujet où je m'adressais aux médecins, aux professionnels de santé, et on m'a dit, oui, mais quand même, j'ai pas l'impression que ces gens vont mal le prendre, ils n'ont pas l'habitude qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Mais je m'en tape, en fait. C'est-à-dire que moi, je vis dans le même monde et dans la même société que ces gens-là, et moi, je récupère les pots cassés derrière. Je le vois dans ma patientèle. Et du coup, je pense que c'est vraiment de notre responsabilité à tous et à toutes, et particulièrement des professionnels de santé, au bout d'un moment, de dire, OK, est-ce qu'on a choisi cette activité-là pour prendre soin des gens ou pour avoir un statut social? Je veux dire, si l'idée, c'est de prendre soin des gens, essayons de le faire du mieux possible et d'écouter ce que les gens ont à en dire. Parce que moi, je ne l'invente pas, hein, le constat que je tire, c'est toutes les années où j'ai passé à écouter les gens qui venaient me voir en cabinet. C'est toutes les souffrances que les gens ont partagées avec moi, les agressions, les violences qu'ils ont subies, les oppressions, les discriminations, la difficulté d'accès. C'est la réalité des gens, en fait. Les gens à qui on n'explique pas leur maladie. Les gens, ils ne savent pas ce qu'ils ont, on ne comprend pas pourquoi on leur prescrit 3 médicaments à prendre toute leur vie, ils ne savent pas pourquoi. Bien sûr, ils ne vont pas les prendre. Et je pense qu'il y a vraiment une responsabilité des professionnels de santé, en plus d'une responsabilité publique, parce que bien évidemment, ça découle de la formation qu'on leur propose. Mais du coup, voilà, ce n'est pas vraiment à toi que j'ai envie de dire « fais quelque chose », c'est vraiment aux collègues. Vraiment, sortez-vous les doigts du cul, quoi.
Ça sera peut-être pas très bien reçu, mais ça fait du bien. Moi, j'ai une question du coup. Pardon. C'est un peu une question à deux niveaux. Ouais. Tu évoquais quand même qu'apparemment, il y a des gens pour qui ça fonctionne. Mais qu'est-ce qui fait dire que ça marche? Est-ce que c'est juste de l'effet placebo? Est-ce que c'est les gens qui, vraiment, il y a un vrai bénéfice, on voit la maladie reculer ou quelque chose? Ou est-ce que juste le patient se sent mieux? Ouais. Et du coup, deuxième degré de la question, c'est pour justement des gens qui ont suivi tout un parcours déjà dans le médical, pour qui apparemment il n'y a rien qui fonctionne, si ça ne règle pas leur maladie, mais que ça les aide juste à mieux la vivre, tant qu'on reste dans des pratiques qui ne sont pas dangereuses de la naturopathie, est-ce que ça apporte quand même un bénéfice ou pas? J'aime beaucoup ta question, sur les deux dimensions. Alors sur la première question, qu'est-ce qui explique que ça peut fonctionner à faire du bien? Il y a énormément de facteurs et c'est très difficile de les identifier avec certitude dans le sens où en fait, tu as la parole de la personne, son ressenti, son vécu, qu'on ne nie pas, bien évidemment. Si la personne te dit qu'elle se sent bien, elle se sent bien, elle se sent mieux, elle se sent mieux. Il n'est pas question de remettre ça en cause. Il y a tout un tas de raisons qui peuvent expliquer que ça ait un lien qui n'a rien à voir avec la naturopathie. Un truc dont je parle régulièrement, c'est toutes les pathologies qui sont spontanément résolutives. Donc on pense très facilement au rhume. Voilà, on dit tu te traites en 7 jours, c'est fini. Tu ne te traites pas en 1 semaine, c'est fini. Et en fait, il y en a énormément d'autres. Et il y en a une notamment... les infections à papillomavirus humain, HPV, sont spontanément résolutives à 90%. Donc c'est quand même assez énorme. Donc du coup, ça fait partie des pathologies, donc il y en a plein d'autres, pour lesquelles on pourrait imaginer que les actions qu'on a mises en place de manière naturelle ont contribué, alors qu'en fait pas du tout. Tu as des pathologies qui évoluent par poussée aussi. La spondylarthrite ankylosante, la rectocolite hémorragique ou d'autres choses, où en fait tu as des poussées inflammatoires très fortes et tu as des phases de rémission. Et donc tu peux être tout à fait intuitivement être amené à penser que ce que tu as mis en place à un certain moment a permis une phase de rémission, alors qu'en fait, c'est l'évolution naturelle de la maladie et ça serait intervenu quoi que tu fasses. Il y a aussi la confusion qui peut être opérée, le fait que des personnes se focalisent des fois sur le fait que voilà, j'ai vu un ou une naturopathe et depuis que j'ai commencé ce suivi, ça va mieux, en oubliant de manière très sincère qu'en parallèle de ça, ces personnes, elles ont changé de boulot, ou elles ont changé de rythme de travail, ou elles ont quitté leur mari violent, enfin, quelque autre facteur, et du coup, tu peux avoir tendance à confondre. Du coup, il y a plein de raisons comme celle-ci. Il y a aussi les effets contextuels. Donc, je reprécise, il y a des choses qui fonctionnent et qui peuvent aider. Donc, effectivement, une personne qui modifie son alimentation, qui reçoit des conseils qui ne sont pas si déconnants que ça, il est possible qu'il y ait des choses qui aillent mieux dans sa vie. Et puis, tu as les effets contextuels, le fait d'être écouté, le fait que tu as en face de toi une personne qui fasse preuve d'une certaine assurance, qui va te transmettre la confiance en les outils qu'elle va te proposer, une personne pour laquelle tu vas payer le prix fort, ça va forcément mieux marcher. Si on t'a expliqué que cette personne avait des super résultats, tu vas y aller en confiance et tu vas t'attendre à avoir des bons résultats. C'est les attentes qu'on a vis-à-vis de ça. Le pouvoir de la suggestion, donc tout au long de la consultation, si on t'explique, moi je le faisais tout le temps, et même encore aujourd'hui, je le fais. Parce que ça coûte rien et que ça fait du bien aux gens. Et il y a des trucs, tu leur dis, mais ça va vous faire du bien, ça marche vachement bien. Bon, je le fais pas quand je sais que ça marche pas, quand j'ai pas de certitude. Mais par contre, je l'accentue, parce que je sais que ça a un pouvoir d'accentuer des effets bénéfiques. Donc il y a tout cet ensemble de choses. Et en tout état de cause, c'est vraiment difficile de dire, parce qu'à ma connaissance, il n'y a aucune étude rigoureuse qui ait été faite sur la naturopathie. Mais vraiment aucune. Il n'y en a pas. Par contre, j'ai plein de raisons de penser que les études qui ont été faites sur tous les outils qu'on connaît de la naturopathie qui ont montré que ça ne fonctionnait pas au-delà des effets contextuels du moins, ça me permet de penser que raisonnablement on peut en conclure qu'il n'y a pas d'effet propre à la naturopathie. J'ai oublié la deuxième partie de ta question que je trouvais super pertinente, est-ce que tu t'en rappelles? Du coup, pour ceux chez qui, a priori, il y a un effet qui est positif, même si c'est juste qu'ils se sentent mieux, tant qu'on reste dans des pratiques qui ne sont pas dangereuses pour eux, est-ce que c'est quelque chose qui est acceptable quand même? J'adore cette question. Personnellement, je pense que non, mais je vais le détailler. Je pense que non parce que sur un temps, ça peut ne pas être problématique, ça peut te faire du bien. Ceci étant, on parle de personnes qui ne sont pas professionnelles de santé, qui ne sont pas en mesure d'évaluer si à un moment ton état dégénère et justifierait une intervention urgente, médicale, chirurgicale, traitement médicamenteux ou autre, et qui en plus vont alimenter un discours de défiance vis-à-vis de la médecine, donc ça me pose problème. Par contre, je suis d'avis que tout ce qui relève des effets contextuels, et qui peuvent être bénéfiques, on devrait les déployer de manière beaucoup plus importante dans les professions de santé et on ne devrait pas se cantonner à une médecine
déconnectés des émotions, de la relation interpersonnelle, de ce genre de choses. Et on devrait au contraire, je pense, former les professionnels de santé à devenir des personnes qualifiées humainement, en fait, en termes de compétences pour potentialiser tout ce qu'il peut y avoir en termes d'effets contextuels dans la relation de soins. Et là, je serais beaucoup plus rassurée de savoir que ces effets contextuels, on peut en bénéficier dans un cadre où la personne, elle a les compétences et les connaissances pour te permettre de te réorienter s'il y a un problème à un moment ou pour te dire là, il y a besoin d'un traitement ou là, ça ne va pas. C'est que mon avis. On va prendre peut-être une dernière question et puis on va terminer ça autour d'Anvers si ça te va. J'en ai deux parce que je suis gourmand, je vais faire vite. La première, c'est la présence hors francophonie en fait, de tout ça, parce que j'ai souvent l'impression en fait, que beaucoup de sujets que je viens de toucher dans le milieu sceptique, entre guillemets, sont très franco-centrés, entre guillemets. Ouais. Et donc je me demande, quid de la naturopathie en Allemagne ou aux États-Unis, en Grande-Bretagne? On a déjà posé la question? Ok. Bon, bah, voilà. Alors, moi, je sais pas. Je ne sais pas parce que j'ai focalisé beaucoup d'attention sur mon expérience et ce qui se passe en France parce que j'ai encore beaucoup de choses à en dire et beaucoup de choses à étudier sur le sujet. Donc, je n'ai pas eu le temps d'explorer cette dimension-là. Et à ma connaissance, je ne connais pas d'autres personnes qui l'ont fait. Et je trouve ça dommage. Je suppose qu'il y a des personnes qui ont un parcours comparable au mien, mais qui n'ont peut-être pas choisi d'en faire de la vulgarisation et de transmettre ce genre de choses. Et j'imagine qu'il y a ce genre de profil un peu partout. Et malheureusement, cette information-là, je ne la trouve pas accessible et j'aimerais beaucoup, comme toi, que ça soit autre chose que franco-français parce que, comme je le précisais, mon discours n'est pas forcément représentatif de ce qui se passe ailleurs. C'est pour ça que je prends la précaution de le préciser parce que je ne sais pas. Et la deuxième chose, c'est plus une remarque personnelle aussi et une question en même temps. Tu disais que tu ne voyais pas l'intérêt d'interdire, par exemple, la naturopathie. Ouais. Tu ne comprenais pas vraiment la question qu'on t'avait posée. Moi, je me pose la question autrement en me disant, mais en fait, je vois un énorme succès de la parapharmacie en Belgique. Il y a des grosses chaînes qui ont évolué très fort ces dernières années. Et donc, je vois beaucoup de gens qui font de l'automédication. Et tout ce qu'on trouve en naturopathie, en fait, est disponible dans ces magasins-là. Bah oui. Et donc, moi, je viens d'une famille homéopathie et naturopathie, donc j'ai bouffé tous ces trucs-là. Et je me suis surpris pendant plusieurs années à acheter ces trucs-là en me disant, oh, bah, ça ne peut pas me faire de mal, forcément. Et effectivement, ça coûte une pêche. Oui. Et donc, je me pose la question du risque, finalement, de cette automédication avec autant d'accès libre à ces produits, en fait. Bah, là, la question, je ne sais pas quel est ton point de vue là-dessus. Oui, mais je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve ça très problématique. Mais la question, du coup, c'est pas l'interdiction de l'exercice de la naturopathie parce que, comme tu le dis, tu n'as pas besoin de voir un ou une naturopathe pour accéder à ce genre de truc. Donc là, la question, c'est plutôt la réglementation des produits qu'on met sur le marché. Mais on va pas se mentir, c'est quand même une manne financière. C'est une manne financière. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir, enfin, je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais moi, dans mes pharmacies, c'est pas rare qu'on essaie de te glisser des petits trucs qui servent à rien, mais qui coûtent bien cher et sur lesquels la marge est sûrement assez intéressante, beaucoup plus que celle d'un Doliprane. Et donc, aussi longtemps qu'il y aura des intérêts financiers derrière ça qui justifieront une espèce de facilitation de la mise sur le marché de ces produits dont on contrôle pas tant bien que ça, visiblement, ni la qualité, ni les effets, ni quoi que ce soit. Il y a une réglementation, notamment européenne, mais à mon sens, elle est clairement insuffisante. Et là encore, je pense que ça relève de décisions politiques, institutionnelles. Mais je suis d'accord, moi, ça me pose énormément de problèmes. Et ça me pose aussi problème que ce commerce, il soit fait, tu parles des parapharmacies, mais c'est souvent fait dans le cadre des pharmacies. Et ça me pose vraiment problème. Il y a une espèce de confusion opérée parce que dans le même rayon, tu as des granules homéopathiques et tu as des anti-inflammatoires, tu as des fleurs de bac un peu plus loin, tu as des crèmes Velleda, tu as des trucs... Et personnellement, je trouve que cette confusion, elle ne devrait pas être opérée et qu'il devrait y avoir quelque chose de l'ordre des traitements éprouvés d'une part, et puis des commerces à visée ouvertement lucrative et assumée comme telle, voilà, des commerces marchands dans lesquels on commercialise des compléments alimentaires. Les deux, à mon sens, ne devraient pas... Mais ce n'est pas mon pouvoir de faire quoi que ce soit à ce niveau-là, mais je fais le même constat que toi et je suis d'accord avec ce que tu dis. Merci beaucoup. Je crois qu'on pourra applaudir encore. Ouais. Merci beaucoup.